On va plus loin présent dans l'essentiel avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Anne Corpet. Bonjour Anne. Bonjour. Au sommaire, la poursuite de la trêve à Gaza suspendue à la deuxième phase de l'accord. Benjamin Netanyahou est à Washington justement pour en discuter avec Donald Trump. Lui envisage déjà de reconfigurer le Proche-Orient. Et puis le divorce entre la France et l'Algérie va-t-il prendre une tournure irréparable? C'est la mise en garde en tout cas d'Abdelmajid Tebboune. Dans un entretien au journal L'Opinion, le président algérien reconnaît un climat délétère avec Paris qu'il attribue à la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental. C'est à suivre. On va plus loin. Et si le cessez-le-feu était parti pour durer à Gaza? Ils étaient peu nombreux à donner cher de la trêve. Voilà 15 jours pour son entrée en vigueur après des mois de blocage et d'espoir, maintes fois déçus. Mais après les habituels retards et les accusations réciproques, voilà déjà le temps d'envisager l'après, les autres libérations d'otages et même la fin de la guerre, période qualifiée de deuxième phase dont les négociations débutent là, maintenant. Entrée en lice à Washington de l'administration Trump qui accueillera dans la semaine le Premier ministre du Qatar et les responsables égyptiens, tous médiateurs auprès du Hamas. Mais avant cela, Donald Trump se sera entretenu, ce sera demain, avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, parti dès hier pour la capitale américaine. Écoutez-le avant d'entrer dans l'avion. Nos décisions et le courage de nos soldats ont redessiné la carte. Mais je pense qu'en travaillant conjointement avec le président Trump, nous pouvons la transformer encore davantage, pour le meilleur. Transformer la carte du Proche-Orient. Mathieu Mabin à Washington pour France 24. On sent la confiance qui anime Benjamin Netanyahou à l'heure d'aborder cette rencontre. Il sera, il faut le dire, le premier dirigeant international reçu par Donald Trump depuis son investiture, un signe qui ne trompe pas. Non, effectivement, et très concrètement, les deux hommes se partagent en ce moment les retombées positives des libérations d'otages. Je ne sais pas si vous le mesurez de votre côté de l'Atlantique, mais il est quand même assez palpable ici que les critiques à l'égard des méthodes employées par l'armée israélienne à Gaza et par le même biais les critiques à l'égard du soutien américain s'estompent à mesure que les otages israéliens apparaissent libres sur toutes les télévisions du monde. Il est à peu près clair maintenant, si tant est qu'on en est douté, que l'accord qui se déroule sous nos yeux, même si la maquette a effectivement été élaborée par la précédente administration, l'administration démocrate, le déroulement de l'accord, lui, est le résultat de la concertation entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump ces derniers mois. Avant même le scrutin du 5 novembre dernier, on devine à peu près aujourd'hui que Donald Trump a obtenu du Premier ministre israélien la quasi-certitude de n'accorder aucune victoire diplomatique significative à Joe Biden et encore moins à Kamala Harris dans le dossier de Gaza en tout cas. Jusqu'à cette validation de l'accord dans les heures, vous vous en souvenez, qui ont précédé l'investiture de Donald Trump. Et donc pour répondre directement à votre question, l'objectif des deux hommes est de consolider le cadre qui va permettre les libérations jusqu'aux derniers otages, mais il sera évidemment extrêmement facile pour Benjamin Netanyahou d'exercer à nouveau une forme de pression militaire, très forte peut-être même, sur ce qui restera du Hamas après ça. Et il ne faudra alors pas du tout compter sur la Maison-Blanche pour émettre la moindre critique. En tout cas, on ne s'attend pas à cela, sachant que pour finir, que Donald Trump a répété à maintes reprises que la seule vocation du Hamas était de disparaître sous toutes ses formes et jusqu'au dernier combattant. Patricia Lémonière, Benjamin Netanyahou a indiqué qu'il évoquerait demain avec Donald Trump la victoire contre le Hamas, le retour de tous les otages et la lutte contre l'axe iranien. La guerre à Gaza n'est donc pas nécessairement terminée. Ah non, moi je pense que les deux hommes, paradoxalement, suivent deux chemins différents. Je pense que Benjamin Netanyahou, effectivement, il le dit, il veut redessiner la carte du Proche-Orient. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait la même que celle que veut Donald Trump. Trump, lui, ce qu'il veut, c'est Abraham. C'est les accords d'Abraham. Il veut donc qu'Israël et l'Arabie saoudite signent un traité de paix en quelque sorte et qu'Israël rentre d'une carte effectivement redessinée du Proche-Orient. De reconnaissance mutuelle, oui, de reconnaissance comme mutuelle. les accords bilatéraux qui ont déjà été signés avec les Émirats Arabes Unis, avec le Maroc, etc. Donc il veut que ce grand accord d'Abraham se finalise et c'est ça qu'il veut avant tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il vise le prix Nobel de la paix, étant l'homme qui aurait répandu la paix dans tout ce Proche-Orient totalement agité. Par contre, quand Benjamin Netanyahou dit qu'il veut redessiner la paix,
Alors, la carte, les Saoudiens, eux, dans cette carte, ils veulent qu'il existe, en théorie, disent-ils, un État palestinien. Or, Benjamin Netanyahou, dans cette carte, il n'y a pas d'État palestinien. Il y a peut-être une annexion de Gaza, il y a peut-être une annexion de la Cisjordanie. Nous ne savons pas quelle est la carte qu'il veut dessiner, mais je ne crois pas, personnellement, que ça soit tout à fait la même vision que partage Donald Trump. Alors, les deux hommes vont devoir accorder en quelque sorte leur violon. Ce que va faire, à mon avis, Benjamin Netanyahou, ce qu'il est déjà en train de faire, c'est d'essayer de gagner du temps dans les négociations, c'est essayer peut-être même de torpiller la seconde phase, parce qu'avec ce qui est en train de se passer en Cisjordanie, dossier sur lequel nous reviendrons peut-être, eh bien, il essaye de pousser le Hamas en quelque sorte à la faute. Parce que là, il y a une cinquantaine de Cisjordaniens, selon l'armée israélienne, étant tous membres du Hamas qui ont été tués, des tas d'endroits rasés à Jenin. Et donc, le Hamas, pour l'instant, il ne bouge pas. Et si le Hamas se mettait à bouger, soit à Gaza, soit ailleurs, mais revendiqué comme le Hamas, eh bien ça pourrait mettre à terre la fameuse deuxième phase sur laquelle on va commencer à négocier, en théorie, on a déjà commencé à négocier, et ce dont va sûrement parler Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Donc vous voyez, rien n'est acquis pour le coup, et je crois que la vision est un peu différente. Reprendre des opérations militaires israéliennes pour éradiquer le Hamas, Anne Corpet, est-ce que Donald Trump y est prêt? Aussi sa vision telle que défendue par Benjamin Netanyahou. En tout cas, il vient de déclarer, là, il s'exprimait il y a quelques instants devant la presse dans le bureau ovale, et il vient de dire qu'il n'avait aucune garantie que le cessez-le-feu à Gaza tiendrait. Il y avait Steve Witkoff, son envoyé spécial pour le Proche-Orient, qui était à ses côtés, qui a pondéré ses propos en disant si, on espère que ça va tenir. Je pense que les Américains vont quand même mettre une grosse pression sur Benjamin Netanyahou pour qu'on aille jusqu'à la deuxième phase. D'ailleurs, Steve Witkoff, quand il était à Tel Aviv la semaine dernière, a promis aux familles des otages que l'accord irait jusqu'à cette deuxième phase. La pression américaine se manifeste déjà concrètement. Benjamin Netanyahou va rester jusqu'à samedi à Washington au lieu de jeudi soir. Son bureau explique qu'il y a beaucoup de responsables américains qui veulent le voir. Il a changé, apparemment, selon le Haaretz, de chef des négociateurs. Auparavant, c'était le chef du Mossad, mais il n'avait pas la main. Il devait à chaque fois référer au bureau du Premier ministre avant de répondre. Les Américains ont dit, nous, on veut quelqu'un qui soit apte à prendre des décisions. Alors, il a nommé son ministre des Affaires stratégiques, qui se trouve être un homme né à Miami, qui est proche des Républicains et de l'administration Trump. Ça veut dire que, quand même, l'administration américaine met en place un dispositif qui va leur permettre d'avancer un peu plus rapidement que lors des négociations précédentes où à chaque fois Benjamin Netanyahou rajoutait une condition à la dernière minute. Et je pense que si la guerre reprend à Gaza, en tout cas, Donald Trump n'obtiendra pas ce qu'il souhaite, à savoir un accord avec l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, effectivement, comme le disait Patricia, veut que les Palestiniens aient une solution viable et durable. Et l'Arabie Saoudite ne signera rien si les bombes pleuvent sur Gaza. Dès son investiture, Donald Trump a proposé de faire, selon ses mots, le ménage à Gaza et de transférer les Palestiniens dans des lieux qu'il juge plus sûrs, selon lui, comme l'Égypte et la Jordanie. Mathieu Mabin, des paroles en l'air, ou bien Donald Trump compte-t-il réellement vider Gaza des Palestiniens qui y résident et obtenir leur transfert ? Oui, alors il faut quand même préciser que quand Donald Trump a utilisé l'expression « faire le ménage », on n'a pas bien compris s'il parlait de la reconstruction de Gaza qui passe par l'évacuation des débris notamment, ou s'il s'agissait de faire le ménage au sens militaire du terme. C'est exactement le genre d'ambiguïté que Donald Trump adore entretenir. Il s'agit en réalité probablement des deux. Et pour cela, il est tout à fait clair dans l'esprit de Donald Trump et de ses conseillers d'ailleurs, que le meilleur moyen d'essorer Gaza de ceux qui restent du Hamas, c'est son expression, c'est de vider le bocal, pour reprendre l'une des expressions favorites de Mao Tse-tung. Et ça, je pense que Donald Trump ne le savait pas. Déplacer les populations, donc, pour garantir le fait que tous ceux qui restent sur le terrain peuvent alors être considérés comme ennemis et donc être détruits. Mais là encore, comme à son habitude, Donald Trump n'a pas été très précis dans ses déclarations. Notez quand même que si l'administration Trump voulait soutenir un déplacement massif de population
dans le Sinaï égyptien, par exemple. Il lui suffirait de brandir la menace d'une suspension des aides à l'Égypte pour que le président Al-Sisi voie les choses autrement qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est l'idée qu'a Donald Trump, c'est l'idée qu'il s'en fait. Ce serait probablement plus compliqué. En Jordanie, ce serait encore plus dur, effectivement. La pression n'est pas du tout la même avec les réfugiés les Palestiniens qui sont déjà présents en grand nombre en Jordanie, comme chacun sait. Patricia, l'Égypte et la Jordanie ont déjà dit non. Les États-Unis ont les moyens de les contraindre, comme ils parviennent à contraindre un peu à la surprise générale le Mexique ou le Canada d'accéder à leurs demandes sur les questions migratoires. La Ligue arabe aussi a dit non. Enfin, je veux dire, c'est le monde non pro-américain, grosso modo, a dit non, a dit que ça serait une très mauvaise solution. Alors, effectivement, comme très vient de le dire Mathieu, il y a l'arme de l'argent, que c'est la seule arme que sait très bien manipuler Donald Trump. Mais il y en a une autre qu'il ne comprend pas, c'est que ces régimes peuvent sauter. En particulier le régime jordanien qui est particulièrement fragile avec une opposition qui monte très fort au Parlement et qui est soutenue parce que la majorité de la population est palestinienne en Jordanie, il ne faut pas l'oublier. Et quant à la population arabe en Égypte, elle est en majorité pro-palestinienne. Donc, et l'armée est quand même très travaillé par la question palestinienne. Même s'ils n'aiment pas les Palestiniens, ils ne veulent surtout pas les voir chez eux. Parce qu'ils ont déjà le Sinaï, qui est une question très difficile à s'occuper, avec toute la question bédouine et djihadiste qui est dans le Sinaï. Donc ils ne veulent pas en entendre parler. Donc l'armée pourrait se retourner aussi. Donc Donald Trump, il n'y a pas que l'argent qui compte. Il y a aussi la situation géopolitique de ces deux pays qui pourrait tourner à la catastrophe. Et peut-être que son entourage, qui a peut-être une vue un peu plus éclairée sur les questions géopolitiques, pourrait lui rappeler. Oui, parce qu'il n'y a pas un problème de cohérence là, chez Donald Trump. Dire vouloir vider Gaza de ses habitants, est-ce que ce n'est pas, et vous l'indiquiez tout à l'heure, braquer l'Arabie Saoudite, qui est cruciale pour la poursuite de ces accords d'Abraham, pour les élargir? Oui, c'est vraiment une solution totalement inenvisageable. D'ailleurs, les pays arabes qui étaient rassemblés samedi l'ont clairement dit, déclaration commune avec l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis. La Ligue arabe. La Jordanie, 2 300 000 réfugiés palestiniens. C'est impossible pour eux. D'ailleurs, Donald Trump va recevoir le roi de Jordanie le 11 février. Je pense qu'il va lui dire clairement que ça, c'est une option à exclure. Par ailleurs, il y a quand même les Palestiniens eux-mêmes. Les Gazaouites n'iront pas d'eux-mêmes non plus en Égypte ou en Jordanie. Pour eux, c'est vraiment le retour de la Nakba, la catastrophe, c'est-à-dire le déplacement forcé de la création de l'État d'Israël en 1948. Et on l'a vu, ils préfèrent camper sur les ruines de leur maison que de rester dans des abris, même à quelques kilomètres de chez eux. Donc je pense que c'est vraiment une solution. Et d'ailleurs, les Américains travaillent déjà aussi sur des plans alternatifs avec la présence de compagnies privées américaines à Gaza, avec la présence de forces étrangères à Gaza. Enfin, ça a été un scénario brandi parmi d'autres, mais en tout cas, il est absolument incompatible, avec l'idée d'établir un traité de paix entre Israël et l'Arabie Saoudite. Oui, les difficultés, en tout cas, elles pourraient bien survenir beaucoup plus vite encore qu'on ne le croit. En Cisjordanie, où Israël mène depuis 10 jours ce qu'elle qualifie d'opération antiterroriste à Jenin. Jules Boiteau. Une immense détonation et des nuages de fumée noire qui s'élèvent au-dessus de Jenin. La ville du nord de la Cisjordanie occupée a été ciblée dans une dizaine de points par l'armée israélienne dimanche. Plusieurs bâtiments étaient visés. Dans le cadre de l'opération de lutte contre le terrorisme, l'armée israélienne a détruit plusieurs bâtiments à Jenin qui servaient d'infrastructures terroristes. L'agence officielle palestinienne Wafa évoque la destruction de 20 bâtiments dans la partie est du camp de Jenin, où des explosifs avaient été installés. Un peu plus tôt, l'armée israélienne publiait ces images du village de Kabatia, plus au sud, où un véhicule bombardé et détruit était occupé selon Israël par les membres d'une cellule terroriste. L'État hébreu poursuit son opération militaire d'ampleur en Cisjordanie occupée. Plusieurs autres zones ont été visées, causant la mort d'au moins 2 personnes, dont un homme de 73 ans, selon les autorités palestiniennes. Des raids menés à l'occasion de l'offensive Mur de Fer débutée le 21 janvier dernier contre des combattants affiliés au Hamas et au djihad islamique. Depuis,
900 personnes ont été tuées, selon le ministère palestinien de la Santé. On s'en souvient, parmi ses premières mesures en faveur d'Israël, Donald Trump avait annulé des sanctions financières contre des colons israéliens accusés de violence envers des Palestiniens, au risque, Patricia, d'encourager un embrasement en Cisjordanie. Oui, alors là, cette fois-ci, malgré l'opération qui s'est déroulée, qui est quand même une opération très violente, qui vient de se dérouler contre le camp de Jenin, pour certains observateurs, les destructions rappellent Gaza en mini, évidemment. Mais c'est peu dire que pour les populations encore palestiniennes, c'est un traumatisme de plus, une insécurité de plus, et des choses à reconstruire, même si dans ces maisons, il y avait des militants du Hamas ou même des combattants. La Cisjordanie pose un vrai problème parce que, d'abord, c'est une région qui est liée avec les pays voisins, la Syrie, la Jordanie, etc., presque le Liban. Donc, c'est une région qui est, pas le Liban, non, surtout la Jordanie, c'est une région qui est centrale. Les colons poursuivent effectivement l'implantation. Ils étaient 70 000 quand j'y étais, il y a plusieurs dizaines d'années, et maintenant ils sont 600, 700. Je veux dire, c'est la colonisation. Et il faut dire que sur le plan onusien, c'est reconnu comme une occupation, et c'est donc totalement, sur un plan purement onusien, alors dont Benjamin Netanyahou se moque totalement, mais c'est totalement illégal. Patricia Lemonnier, Anne Corpet, ça y est, j'y arrive. On sait ce que souhaite l'administration Trump de la Cisjordanie, ou elle ne s'en soucie absolument pas. Alors Donald Trump vient d'être interrogé sur la question de est-ce que vous soutenez l'annexion pure et simple, parce que c'est par exemple ce que défend l'ambassadeur qui l'a nommé en Israël, Mike Kirby, lui, il ne parle pas de Cisjordanie, il dit Judée et Samarie, c'est le langage des colons, et il est pour l'annexion. Un bon évangéliste. Voilà, il vient d'être interrogé là-dessus dans le bureau ovale, le président américain, et il a répondu « Je ne vais pas en parler ». Mais je dois reconnaître que c'est un tout petit pays, Israël, et puis il a comparé la taille d'Israël à celle de son stylo par rapport à la taille de son bureau. Bon, donc, il a déjà reconnu l'annexion du Golan. Il a déjà reconnu l'annexion du Golan. C'est illégal. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que cette opération massive des forces israéliennes dans le nord de la Cisjordanie, là, mur de fer à Jenin, mais qui s'étend maintenant aussi à Tulkarem, elle a débuté le 21 janvier, c'est-à-dire le lendemain du jour de l'investiture de Donald Trump. Et c'est certainement pas un hasard. Donc, autant, moi, j'ai l'impression que Donald Trump, il veut maintenir le cessez-le-feu à Gaza, parce que la reprise de la guerre à Gaza, d'abord en termes de bénéfices, de résultats, c'est pas évident. Et ensuite, parce que ça brouillerait tout avec l'Arabie Saoudite. J'ai l'impression qu'il est un peu plus lâche sur la situation en Cisjordanie. En tout cas, autour de lui, il compte des partisans de l'annexion. Mathieu Mabin, le sujet dont vont aussi parler les deux hommes de main, c'est l'Iran. On sait quelles sont leurs intentions à cette occasion. Oui. Alors, concrètement, on saura quand ils l'auront formulé, mais il ne vous aura quand même pas échappé que depuis le 5 novembre dernier, on n'entend plus beaucoup les Iraniens sur la scène internationale. Il n'y a plus que les Houthis les plus radicaux qui font encore un peu parler d'eux. Et on note d'ailleurs une baisse significative de ce côté-là aussi de leurs attaques, qu'il s'agisse des attaques maritimes dans le canal de Suez ou des tirs contre Israël. Ce que l'on sait, c'est que la survie politique du Premier ministre israélien est directement connectée à un maintien de son pays en état de guerre. C'est une vieille méthode de Benjamin Netanyahou qui explique une partie de sa longévité au moins. Si on considère que la situation au Liban est globalement stabilisée, même si elle reste extrêmement fragile, effectivement, si on prend en compte l'affaiblissement majeur du Hezbollah libanais, si on considère qu'on se dirige vers une sortie de crise à Gaza, même si là aussi il faut rester prudent, il n'est pas du tout à exclure que Benjamin Netanyahou, en concertation avec Donald Trump encore une fois, ouvre le chantier de l'Iran pour continuer à fragiliser le régime des Mollahs qui a déjà beaucoup souffert, comme on le sait, ces 3 dernières années. La question, c'est jusqu'où
Et surtout, avant de voir un effondrement à Téhéran, le chantier de la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes doit absolument être mené à son terme. Et ça, c'est vraiment la priorité de Donald Trump. Ou en tout cas, elle doit, cette normalisation, être le plus aboutie possible avant une quelconque forme d'initiative qui pourrait conduire à une révolution au sens mathématique du terme en Iran. Merci Mathieu Mabin qui était avec nous en direct de Washington. Autre sujet qui nous intéresse, la crise entre l'Algérie et la France. Abdelmadjid Tebboune met les pieds dans le plat dans un entretien publié hier par le journal L'Opinion. Pour la première fois, de manière très claire, le président algérien reconnaît un climat délétère entre Alger et Paris qui lie à la reconnaissance l'été dernier par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une grave erreur selon Abdelmadjid Tebboune qui met même en garde contre une irréparable séparation avec la France. Patricia, il assure avoir prévenu à l'époque Emmanuel Macron des risques encourus. Plausible quand on sait que les deux hommes affichaient jusque-là des liens amicaux. Oui, enfin, il n'avait même pas besoin de le prévenir. Je pense que le président français savait que là, il franchissait la ligne rouge avec l'Algérie en ce qui concerne le Sahara et le Maroc. Donc, on avait déjà eu le cas de l'Espagne. On avait très bien vu ce qui s'était passé lorsque les Espagnols avaient aussi reconnu la marocanité sur cette partie du Sahara que le Polisario revendique, soutenu par l'Algérie. Donc, il le savait. Non, ce qui est il y a deux choses dans cet entretien. À la fois, il dit, nous perdons, ce qui est quand même assez grave, nous perdons le temps avec le président français, avec Emmanuel Macron. C'est quand même une phrase, nous perdons notre temps, quoi, qui est quand même lourde de conséquences. Il attaque directement en les citant le ministre de l'Intérieur, le chef du parti du Rassemblement national. Enfin, il est très précis, très... Et d'un autre côté, il dit il faut que le dialogue reprend. Donc, il y a dans cette interview deux choses. Une extrême sévérité vis-à-vis d'une partie de la classe politique française, vis-à-vis du président. Et puis, d'un autre côté, une main tendue. Donc, vous savez, les relations entre la France et l'Algérie, c'est toujours comme ça. En général, les crises, ça dure un trimestre. Là, ça va durer peut-être un peu plus. On a eu 2021. Après, je crois qu'on a eu 2023 avec la jeune femme qui était en Tunisie, qui était une opposante, que les Tunisiens voulaient expulser en Algérie. La France est intervenue. Ça a fâché les Algériens tout rouge. Bon, donc, on a des crises qui sont répétitives. Alors, le tout, c'est de savoir si on va continuer dans cette relation avec des crises perpétuelles ou si on va saisir cette main tendue et essayer de passer à autre chose. Anne Corpès, c'est vrai qu'il témoigne de sa connaissance aiguë du climat politique ici en France et même des rapports de force qui pèsent actuellement sur la relation franco-algérienne de la part des politiques français. Ah oui, alors on a l'impression qu'il se moque un peu d'Emmanuel Macron, de la dissolution qui a abouti à ce nouvel équilibre des forces sur la scène politique française et il met en exergue un peu l'atonie de l'Élysée sur cette scène politique intérieure depuis la dissolution. Effectivement, il cite Éric Ciotti, député de Nice, et ses propos sur l'Algérie, insultants. Il cite effectivement Jordan Bardella, qui l'appelle le petit jeune du RN, Marine Le Pen, qui veut mettre un terme à l'octroi de visa pour les Algériens. Et puis, effectivement, en particulier, il s'en prend à Bruno Retailleau, dont il dit que les déclarations sont hostiles et incendiaires, mais effectivement, il souligne aussi qu'il est tout à fait d'accord avec le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui, fin janvier, a dit ce serait nécessaire de reprendre langue avec l'Algérie. Et puis, dans cette interview, il déroule un petit peu de tous les sujets qui montrent que aussi bien la France que l'Algérie ont intérêt à renouer. Il y a beaucoup de dossiers et il tord des perches, effectivement. Alors, il dit, en gros, c'est Emmanuel Macron qui a semé la zizanie avec cette reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et bien maintenant, c'est à Emmanuel Macron de reprendre l'initiative. J'attends de l'Élysée une déclaration forte. Et puis, il tord l'autre perche, d'autres perches. Par exemple, il dit aux Français, et puis aidez-moi sur la dépollution des sites où il y a eu des essais nucléaires en Algérie. Ça, c'est une demande qui date depuis 2021. Peut-être que la France pourrait faire un geste là-dessus et relancer cette relation indispensable pour les deux pays. Quand on sait l'importance du Sahara occidental pour les Algériens, on peut revenir en arrière, sauf à se dédire, nous Français ?
Ah non, là, je pense qu'il faut passer à autre chose. Oui. Il y a quelque chose qui est frappant dans la relation entre l'Algérie et la France. C'est que les Algériens connaissent parfaitement la politique française, les arcanes de la politique française. Ils savent comment jouer dessus. Ils ont une connaissance très approfondie de notre pays que nous n'avons pas en sens inverse. Parce qu'effectivement, le régime algérien est un régime opaque, mais nous n'avons pas du tout cette connaissance. Et eux, ils jouent comme des enfants au milieu d'un château de cubes qu'ils maîtrisent parfaitement. Et nous, on est un peu les éléphants là-dedans. On ne sait pas. Et évidemment, ils savent très bien qu'on ne reviendra pas. Mais il y a des tas d'autres façons sur lesquelles on peut jouer, que ça soit effectivement. Mais on avait une feuille de route qui avait été signée, qui était excellente. Il suffit de la reprendre. Dans ce contexte, tout de même, l'incarcération de l'écrivain Boualem Sansal est présentée comme relevant des intérêts supérieurs de l'Algérie. C'est un problème pour ceux qui l'ont créé, dit le président Tebboune dans une allusion, alors peut-être à la France elle-même. Il n'a pas livré, dit-il, tous ses secrets. Ça veut dire quoi, ça? Comment on l'interprète? Alors, il y a un peu de côté parano, le conflit, le complot. Vous savez, dans le régime algérien, il y a toujours cette idée aussi de voir chez l'autre, chez l'étranger, le grand méchant qui permet de ressouder la nation. Mais donc, il y a mais ils ne lâcheront pas sur cette histoire-là. Enfin, je ne les vois pas lâcher facilement sur cette histoire-là, parce que Boualem Sansal a franchi lui aussi le Rubicon en quelque sorte, et donc là il les a ulcérés. C'est une manière de l'accuser de quoi? Travailler pour la France? C'est ce qu'il avait clairement dit, d'ailleurs, en des termes beaucoup plus violents. La première fois qu'il a parlé à ce sujet, le chef de l'État algérien avait décrit l'écrivain comme un imposteur au service d'un pays étranger, autrement dit, clairement, la France. Aujourd'hui, il a quand même tenté, dans une interview, de rassurer. Il a eu des mots moins violents. Il a dit, il est d'abord algérien, c'est notre affaire. Les Français, vous vous souciez plus de lui que d'autres binationaux incarcérés. Français depuis 5 mois, algérien depuis 74 ans, il dit. Voilà. Et il a quand même tenu à rassurer sur son état de santé, sur ses conditions d'incarcération. Il a dit, on le soigne, il peut appeler sa famille régulièrement. Bon, il a quand même, je trouve, adouci légèrement son propos. Mais il est certain qu'il n'a donné aucune garantie sur l'issue judiciaire et il n'a aucunement évoqué l'hypothèse, encore moins, d'une grâce présidentielle. Merci beaucoup, Patricia Lémonière, Anne Corpet, Mathieu Mabin qui était avec nous en direct de Washington. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 3 minutes pour la suite de l'essentiel. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360 aux côtés d'Anthony Saint-Léger. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter l'actualité. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi de 22h à minuit en direct dans l'Actu 360 sur France 24.